Alors, en fait, Ouais. je dis toujours la même chose quand j'explique Bitcoin. Je l'explique en disant que c'est la décentralisation du pouvoir. Et c'est la décentralisation du pouvoir dans son ensemble. C'est-à-dire que Bitcoin permet aujourd'hui d'avoir une souveraineté monétaire, d'avoir une souveraineté financière, mais aussi d'avoir une gouvernance qui soit aussi souveraine. Pour moi, Bitcoin, c'est clairement politique. Ce que fait vraiment bien Bitcoin, c'est de se dire comment on dématérialise la valeur, mais comment on ne la duplique pas. Parce que ce que fait la Ouais. centralisation, c'est qu'elle duplique toute l'information qui circule sur Internet. Et cette idée de se dire, sur Internet, pour que l'information ne soit pas dupliquée, il faut qu'elle soit transparente et hébergée par tous, je trouve que c'est absolument fou, parce qu'il fallait y penser. Je trouve vraiment que ce que propose Bitcoin en termes d'infrastructure, c'est réellement parfait. Parce que tout a été pensé au millimètre près et ça, je trouve que c'est fou. Il Et y je a me dis, rien qui ne l'arrête. voilà. Et je me dis, mais l'audace est folle parce que en réalité, les gens n'ont pas le temps de fact-checker. Donc, il suffit qu'ils Bien fassent un sûr. discours à l'ONU où il le dit, ses partisans relaient et tout le monde le croit. Et Mmh. l'information, une fois qu'elle est dite, même quand on sait qu'elle est fausse, comme elle est dans un coin de nos têtes, on ne sait plus si elle est vraie ou si elle est fausse. Parce que Donald Trump, on peut se moquer de lui parce que c'est vrai qu'il est caricatural et qu'il est drôle et qu'on dirait un dessin animé. Mais je pense que c'est absolument fait exprès. Mais moi, je trouve qu'en ce moment, parmi tous les dirigeants politiques, c'est celui qui a le mieux compris le monde dans lequel on vit. Bonjour Hayat, comment ça va? Bonjour Elodie, très bien, merci beaucoup. Et toi? Ça va super, je suis très heureuse de t'avoir pour ce nouvel épisode. J'avais très hâte de faire cette interview avec toi. Écoute, plaisir partagé. Super. Alors, il y a une tradition dans l'émission, c'est de donner la parole à l'invité pour qu'il nous raconte sa rencontre avec Bitcoin. Donc, raconte-nous comment tu rentres en contact avec cet objet curieux qu'est Bitcoin et la blockchain. Ok, alors bon, c'est un peu, je vais essayer de remonter un petit peu avant que je découvre Bitcoin, parce que moi, je me suis toujours intéressée aux modèles alternatifs. En fait, en 2008-2009, j'avais rejoint un groupe qui s'appelait les Explorateurs du Web et qui était un groupe de consultants, d'experts en tech qui faisaient des expérimentations sur différents sujets liés au cyberespace et au numérique. Et à l'époque, on travaillait sur le sujet des monnaies complémentaires. Et donc, on avait déjà, nous, essayé de créer un crypto-actif numérique. À l'époque, ça s'appelait Exploraker et c'était un actif numérique qu'on s'échangeait via Twitter. Et pour que ce soit transparent, on avait d'ailleurs créé une tweet bank. Donc, c'était un site internet où on voyait toutes les transactions que se faisaient les tweetos sur Twitter. Et donc, on avait fait ça parmi les explorateurs du web. Il y avait notamment Christophe Ducamp qui était à l'origine de ce projet. Il y avait Glenn Roland avec qui je suis toujours amie aujourd'hui, avec qui je travaille, qui est ingénieur en cybersécurité et en protection de données personnelles. Il y avait Nicolas Bermond avec lequel je travaille aujourd'hui sur les DAO. Donc, dans ce groupe d'explorateurs du web, on est encore resté très amis et on expérimente. Et d'ailleurs, ce qui était marrant à l'époque, c'est que Glenn, qui avait fait le site Tweetbank dans lequel on voyait toutes les transactions que se faisaient les tweetos sur Twitter pour se remercier, c'était pour se remercier d'un service, pour ce genre de choses. Et on avait créé en fait une monnaie, ce qu'on appelait une monnaie fondante, c'est-à-dire que quand on se crée un compte en Exploraker, on avait un certain nombre d'Exploraker et l'idée c'est que si on ne les dépensait pas, au fur et à mesure, en fait, on en perdait. Plutôt que de gagner de l'argent en épargnant, là, on en perdait. Donc, ça incitait les gens à les échanger et à ne pas les conserver. Et donc, comme ça s'appelait Tweetbank, Glenn avait été convoqué par une banque, je ne sais plus laquelle, qui voulait savoir ce qu'on préparait de notre côté et tout, parce qu'ils disaient c'est quoi ces gens qui veulent créer une monnaie complémentaire numérique. Et la banque lui avait dit qu'il fallait qu'on change de nom parce qu'on n'avait pas le droit de s'appeler Tweetbank parce que seules les banques avaient le droit d'utiliser le terme banque. Et donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc mon expérimentation, elle vient de là et ça c'était en 2008-2009. Et ensuite, en 2011, c'est là que je rentre vraiment en lien avec Bitcoin, puisque c'était le moment où il y avait le blocus international contre Wikileaks. Et donc Wikileaks avait fait un tweet pour dire qu'ils acceptaient les dons en Bitcoin. Et donc moi, je me suis renseignée sur Bitcoin et sur le coup, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et je me suis dit, c'est incroyable, donc on peut vraiment créer un actif numérique qui soit totalement décentralisé des banques et on peut s'échanger de la valeur entre utilisateurs dans le cyberespace. Mais honnêtement, à l'époque, je découvre ça, je trouve que c'est génial, mais j'y crois pas une seconde parce que, je trouve que c'est compliqué. Et
Franchement, parce qu'à l'époque, moi, je savais pas ce que c'était qu'un wallet. J'avais compris Ouais, l'idée générale, mais j'avais pas compris ce que c'était que la blockchain. La seule chose que j'ai compris, c'est on a créé une infrastructure qui permet de s'échanger de la valeur entre utilisateurs sans avoir à passer par une institution. C'est ça que j'ai compris. Donc, c'est un peu vraiment le principe de la monnaie complémentaire qui est de se dire, on est une communauté, on s'organise entre nous et entre nous, on crée un écosystème économique et numérique qui nous permet en tant que communauté de pouvoir interagir et de s'échanger des services, etc. Donc j'avais trouvé ça génial, mais j'avais trouvé ça compliqué. Donc j'avais pas plus creusé que ça pour être totalement honnête. Ensuite, il y a eu l'affaire de la Silk Road. Et donc là, j'étais un peu comme tout le monde. Je me suis dit, ça a été récupéré par le Darknet. C'est un peu la crypto des criminels. Et c'est normal, c'est tellement compliqué qu'il faut vraiment être motivé pour s'y intéresser. c'est Donc, je suis clair. passée par plein d'émotions avec Bitcoin. Et ensuite, en 2015, il y avait la maison du Bitcoin qui a ouvert à Paris, rue du Caire. Et moi, j'habitais juste à côté. Et il y avait le gros logo Bitcoin sur la vitrine et je me suis dit si la mairie de Paris permet ça, c'est que ça doit pas être voilà si illicite que ça ou si controversé que ça et j'étais très on va dire très intéressée de savoir comment fonctionnait un wallet parce que moi à l'époque c'était vraiment ça qui m'intriguait, c'est quoi un wallet, comment ça fonctionne, etc. Et donc quand j'acquiers mes premiers bitcoins, en vrai sur le coup je suis déçue parce que comme je connais personne d'autre qui a des bitcoins, je peux pas faire de transactions. Donc je trouve pas ça extraordinaire. En fait, je me dis j'ai quelque chose, mais je sais pas m'en servir, ou du moins je peux pas m'en servir parce que personne d'autre que moi Bon, ne possède cet actif-là. Donc c'était ma première expérience avec Bitcoin et j'ai presque envie de dire que ça avait un peu cassé un mythe parce que j'avais pas fait waouh. OK. Ensuite, il y a eu le Bull Run en 2017 qui était assez impressionnant. Ouais. Mais voilà. Mais du coup, j'ai vraiment pensé que Bitcoin était devenu un actif spéculatif et qu'il n'avait pas tant d'intérêt que ça parce qu'il n'y avait pas d'usage. En tout cas, moi, j'en avais pas d'usage. Et là où je reviens vraiment sur Bitcoin et que je comprends que c'est extraordinaire et que c'est révolutionnaire, c'est vraiment en 2019. En 2019, en fait, je suis en Italie et je suis à la Apple Developer Academy, qui est un centre de formation qui est géré par Apple et l'université Federico II de Naples. Là-bas, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des proof of concept pour trouver des innovations qui permettent de développer des applications Apple qui soient intéressantes, innovantes, etc. Et donc, à l'époque, on travaillait sur une DApp qui permettait de certifier des documents via la blockchain et de les recevoir directement sur son iPhone. Et donc, on travaillait sur Ethereum et je découvre Ethereum que je connaissais pas. Je connaissais de nom, mais je savais pas ce que ça faisait. Je savais pas ce que c'était qu'un smart contract. Donc, tout était très abstrait. Et là-bas, je découvre les smart contracts et je me dis, mais c'est fou ce truc. Et vraiment, là, pour le coup, les smart contracts, ça me fascine. Et je me dis que c'est extraordinaire et que c'est vraiment l'avenir du numérique. Et quand je me passionne pour les smart contracts, bien au fur et à mesure, je reviens à la naissance de ce qu'est la blockchain et je m'intéresse à Bitcoin. Et là, je m'intéresse à Bitcoin pour de vrai. C'est-à-dire que je cherche le contexte de pourquoi ça a été créé, je cherche à savoir qui a créé ça et pourquoi. Et donc, au fur et à mesure, je me rends compte que c'est absolument extraordinaire parce que ça naît d'une véritable volonté de décentraliser le pouvoir et que l'infrastructure, elle est révolutionnaire parce qu'elle permet quelque chose d'absolument fou, qui est celle de posséder sa clé privée, sa clé publique, et donc de pouvoir interagir dans le cyberespace sans dépendre d'une institution centrale ou d'une plateforme centrale. Et là, je me dis, si ces gars-là, qui sont les cypherpunks, arrivent à décentraliser ce qu'il y a de plus précieux dans le monde tel qu'il est fait, c'est-à-dire la valeur, la monnaie, c'est-à-dire que si on décentralise la monnaie et qu'on y arrive, c'est-à-dire qu'on décentralise le pouvoir, et si on décentralise le pouvoir, ça veut dire qu'on peut rendre le pouvoir politique aux citoyens et aux individus. Et là, je me dis que c'est fou. Et je me dis que la seule chose qui manque à Bitcoin, en fait, c'est d'être suffisamment clair, suffisamment bien expliqué pour que les individus se rendent compte que c'est extraordinaire. Pour moi, le seul défaut de Bitcoin, c'est que c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à expliquer et c'est aussi un peu compliqué à appliquer parce que quand on n'est pas technophile et qu'on n'est pas dans un réseau de technophiles,
eh bien, ça reste abstrait. Même moi, quand j'en parle autour de moi, tout le monde trouve que c'est très théorique parce que comment on explique une infrastructure? C'est compliqué à expliquer une infrastructure. Et donc, C'est ce qui vrai. compte, voilà, ce qui compte, c'est l'usage. Donc, c'est-à-dire qu'il faut former les gens à comment ça fonctionne et leur expliquer en quoi ça leur apporte un plus dans leur souveraineté individuelle et financière. Donc ça, c'est ma rencontre avec Bitcoin. Et depuis après, effectivement, bah, je me suis fascinée pour Bitcoin, pour la blockchain et pour tout l'univers cypherpunk qui continue de vivre aujourd'hui à travers justement des experts qui permettent de mettre à disposition de tous des logiciels open source qu'on peut après se réapproprier et qu'on peut développer pour différents usages ou tout simplement différents modèles de gouvernance. Excellent. Et du coup, est-ce que quand tu approfondis Bitcoin, tu retrouves un peu de l'esprit que tu avais, enfin de l'esprit du projet que vous aviez mis en place en fait avec Tweetbank? Oui, alors en fait, nous, ce qui nous manquait, c'était la vision de la décentralisation. C'est-à-dire que comme on n'avait pas cette vision de la décentralisation, peu importe ce qu'on aurait fait, ça aurait été transparent, mais pas décentralisé. Et c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que ce que fait vraiment bien Bitcoin, c'est de se dire comment on dématérialise la valeur, mais comment on ne la duplique pas. Parce que ce que fait la centralisation, c'est qu'elle duplique toute l'information qui circule sur Internet. Et cette idée de se dire, sur Internet, pour que l'information ne soit pas dupliquée, il faut qu'elle soit transparente et hébergée par tous. Je trouve que c'est absolument fou parce qu'il fallait y penser. Et ce qui est aussi intéressant, c'est toute la théorie des jeux qu'il y a autour de Bitcoin, de son modèle de gouvernance et de son infrastructure, auquel nous, on n'avait pas pensé. En fait, dans la manière dont nous, on avait conçu ce cryptoactif qu'on avait mis en circulation sur Twitter, on l'avait vraiment pensé comme quelque chose de centralisé. D'ailleurs, la Tweetbank, elle était centralisée, puisqu'elle était transparente, mais elle était centralisée par nous. C'est-à-dire que demain, si on décide de supprimer la Tweetbank, il y a plus de transactions visibles par tous. Mais parce qu'on ne savait pas comment décentraliser cette information. Si on savait le faire, on l'aurait fait. Mais penser à toute cette architecture, cette infrastructure, qui pour moi est parfaite. Hein. Je trouve vraiment que ce que propose Bitcoin en termes d'infrastructure, c'est réellement parfait. Parce que tout a été pensé au millimètre près, et ça, je trouve que c'est fou. Mais c'est aussi des années de recherche derrière, c'est-à-dire que Satoshi Nakamoto, peu importe qui se cache derrière, a quand même bénéficié d'années de travaux en amont qui lui ont permis d'architecturer cette infrastructure qui est parfaite aujourd'hui. Donc moi, je pense que derrière Satoshi Nakamoto, il y a un groupe de cypherpunk. Pour moi, ça ne peut pas être autrement. Et on va revenir sur le sujet des cypherpunk après parce que moi c'est la première fois que je discute avec quelqu'un justement en fait qui s'inscrit toujours dans ce courant de pensée, donc ça m'intéresse d'en savoir plus. Mais avant, j'aimerais bien te poser une question qui va peut-être être difficile au vu de ce que tu évoquais précédemment. Toi, comment tu définis Bitcoin? Pour quelqu'un en fait qui n'est pas technophile, qui n'y connaît rien, quelle est la définition que tu peux donner de Bitcoin? Alors en fait, Ouais. je dis toujours la même chose. Quand j'explique Bitcoin, je l'explique en disant que c'est la décentralisation du pouvoir. Et c'est la décentralisation du pouvoir dans son ensemble. C'est-à-dire que Bitcoin permet aujourd'hui d'avoir une souveraineté monétaire, d'avoir une souveraineté financière, mais aussi d'avoir une gouvernance qui soit aussi souveraine, quoi, quand on fait partie d'une communauté. Et pour moi, c'est vraiment la décentralisation du pouvoir dans son ensemble. Donc pour moi, c'est un outil politique. Pour moi, Bitcoin, c'est clairement politique. Parce que quand Satoshi Nakamoto offre Bitcoin au monde, surtout voilà sous format open source, qu'il apporte un protocole, qu'il apporte un modèle de consensus et qui fait cette proposition de décentralisation et qui la rend ouverte. Il permet à chaque personne ou chaque groupe de personnes qui n'est pas d'accord avec sa vision de pouvoir développer sa propre vision. Et c'est ça qui est fou, parce que pour moi, la première évolution, c'est celle de Bitcoin, la deuxième, c'est celle d'Ethereum, et ensuite, la troisième, c'est celle de Polkadot. Moi, ce sont les trois blockchains, les trois environnements que je soutiens. Et pour moi, ils sont complémentaires parce que Bitcoin apporte la souveraineté monétaire et financière, Ethereum apporte la souveraineté en termes d'organisation et Polkadot travaille en tout cas sur l'interopérabilité des blockchains, ce qui nous manque d'ailleurs aujourd'hui. Et moi, quand je présente Bitcoin, je le présente vraiment comme un outil révolutionnaire pour les citoyens
qui souhaitent expérimenter des modèles alternatifs de gouvernance et avoir une voix dans leur environnement quotidien pour faire part de ce qui va pas dans ce monde, quoi. Et quand on voit Bitcoin, clairement, ça permet aussi de soulever tous les problèmes qu'il y a en termes de finances traditionnelles et d'économie, et de soulever ce problème du too big to fail, c'est-à-dire que quand une institution financière s'écrase, l'institution financière n'en souffre pas. C'est le citoyen qui est au plus bas de l'échelle qui, lui, le subit. Quand Lehman Brothers ferme, ok, c'est bien triste, mais en fait, même si elle a un impact sur le système financier global, on trouvera toujours un moyen de sauver le système financier global parce que c'est le cœur du système. En revanche, les personnes qui ont confié leur argent à Lehman Brothers le reverront jamais. Donc, ça permet de soulever des problèmes structurels dans nos environnements, dans nos territoires, qui doivent être réglés. Et je pense que le problème aujourd'hui avec Bitcoin, c'est que quand on regarde Bitcoin, on le voit comme un actif spéculatif, on ne le voit pas comme un outil politique, mais quand les institutions centralisées découvrent Bitcoin, plutôt que de se le réapproprier, de le recentraliser, la vraie question est pourquoi les gens ont besoin d'un système alternatif qui leur permette d'être souverains de leur monnaie. Qu'est-ce qui dans notre système aujourd'hui ne fonctionne pas pour qu'un groupe de personnes ou une personne ait créé sa propre infrastructure indépendante du système traditionnel et que des gens adhèrent à ce système-là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un unbanked people, il préférerait utiliser Bitcoin plutôt que de trouver un moyen quelconque d'accéder au système traditionnel? Parce que le système traditionnel est fermé avec ses propres règles et qu'il va valoriser ceux qui sont suffisamment bien installés économiquement, technologiquement, financièrement, et ça laisse tout un pan de la société de côté. Et ce pan de la société qui est de côté, il a besoin d'alternatives pour lui aussi créer sa propre économie, son propre environnement et son propre écosystème. Donc, je pense que Bitcoin n'a de sens que lorsqu'il est échangé directement de pair à pair, mais qu'il n'a pas de sens lorsqu'il est recentralisé et qu'il permet juste de récupérer des fiat, donc de la monnaie fiduciaire, pour la réinjecter dans l'économie réelle. Pour moi, Bitcoin a de sens quand, je sais pas, je me rends chez un commerçant et que je veux acheter un sac et que je le paye directement en Bitcoin. Ça fait sens. Parce que ça veut dire que Bitcoin a réussi à créer un environnement économique dans lequel il fonctionne. Et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que les gens achètent du Bitcoin pour ensuite l'échanger en monnaie fiduciaire. Et je trouve que là, ça a déjà beaucoup moins de sens pour moi, avec la manière dont je vois Bitcoin, qui est celle d'un outil révolutionnaire et d'un levier politique, et non pas juste un actif numérique qui s'échangerait pour être réinjecté dans l'économie réelle. Pour moi, Bitcoin devrait faire partie de l'économie réelle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Cependant, ce que j'observe, c'est que les gens ont déjà beaucoup de mal à appréhender le fonctionnement de la monnaie pour arriver en fait à l'étape où ils se disent la monnaie qu'on utilise est problématique. Donc déjà, ils n'ont pas compris en fait ce qu'ils utilisent au quotidien. Et donc, comprendre que ce qu'ils utilisent au quotidien ne fonctionne pas et est à l'origine en fait de pas mal de problèmes qu'ils ont, c'est une étape qui est un peu compliquée et j'ai l'impression que c'est ce qui freine aussi la compréhension de Bitcoin. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Bitcoin n'est pas simple à utiliser. Honnêtement, je pense qu'il y a un vrai problème du X parce que c'est quand même pas évident. Faut avoir un wallet, faut pas perdre sa clé privée, faut trouver d'autres Ouais. personnes qui en possèdent aussi, faut se les échanger. Donc en réalité, c'est quand même pas évident. Après, il y a aussi un défaut de vulgarisation. Par exemple, moi, quand j'explique Bitcoin, je ne dis pas que Bitcoin est un système qui fonctionne sans tiers de confiance, parce que les gens ont besoin de tiers de confiance, ça les rassure. Et moi, ce que je dis, c'est que Bitcoin est une infrastructure qui fonctionne avec plusieurs tiers de confiance. Et ces tiers de confiance, ce sont les nœuds du réseau. C'est-à-dire là où dans une banque, on a un système centralisé qui valide les transactions et qui est centralisé, là, on va avoir plusieurs nœuds du réseau qui vont vérifier l'information, qui vont la valider, qui vont la stocker. C'est-à-dire que j'ai pas une institution qui arbitrairement décide de si je suis solvable ou pas, mais j'ai simplement une comptabilité commune qui permet
à plein de tiers de confiance qui sont les nœuds du réseau de vérifier l'information et de dire cette transaction peut passer parce qu'elle rentre dans notre comptabilité, qu'il n'y a pas de double dépense. Et je pense que les gens, quand on leur dit sans tiers de confiance, ils pensent à un système anarchiste qui n'a pas été pensé, qui n'est pas structuré et qui du coup, s'il n'y a pas de tiers de confiance, comment je peux avoir confiance? Alors que la confiance dans l'infrastructure de Bitcoin, elle est vraiment parfaite parce que personne n'a intérêt à tricher, ce qui n'est pas le cas des banques aujourd'hui. Et donc, il y a ce problème qui se pose, et ce problème se pose d'autant plus que si dans l'économie réelle, il n'y a pas suffisamment de personnes qui utilisent le Bitcoin et qui l'acceptent, bah, on revient toujours au système traditionnel qui est de je dois convertir mes Bitcoins en monnaie fiduciaire parce que sinon je ne peux pas consommer, je ne peux pas vivre. Donc c'est ça qui est un peu ennuyeux, et c'est là où le système traditionnel, pour le moment, a gagné sur l'idéologie de Bitcoin. Là où Bitcoin aurait pu créer on va dire son propre environnement économique, et avoir une communauté qui décide de ne s'échanger des services et de ne se payer qu'en Bitcoin, ben, on revient en fait à ce système traditionnel qui est d'échanger du Bitcoin pour de la monnaie fiduciaire et ensuite pouvoir se l'échanger dans la vraie vie. Et donc forcément, il y a aussi une chose, c'est que Bitcoin est décentralisé tant qu'il ne passe pas par le système traditionnel. C'est-à-dire que si vous avez un wallet non custodial, vous êtes anonyme jusqu'à ce que vous souhaitiez convertir vos cryptoactifs en monnaie fiduciaire. Donc dès qu'on passe en monnaie fiduciaire, il n'y a plus de décentralisation puisque vous êtes identifié. Donc, il y a ça aussi. Et le but du cash, c'est de ne pas être identifié, parce que le cash dans la vie de tous les jours, le but, c'est qu'on puisse se l'échanger sans que jamais on ne sache qu'on se l'ait échangé. Et c'est ça, le cash numérique, c'est qu'on puisse être anonyme constamment, tant qu'on on peut s'échanger de la valeur entre nous sans jamais être identifié. C'est le cas du cash. Mais voilà, dès qu'on passe à la conversion en monnaie fiduciaire, eh bien, on n'est plus dans l'anonymité ou plutôt dans la pseudonymité plutôt que dans l'anonymité, parce qu'en vrai, si je connais ton adresse publique, je sais qu'il y a derrière. Donc voilà. Donc, mais en tout cas, surtout. Voilà, exactement. Et donc dès qu'on repasse par de la centralisation, ben on n'est plus dans de la décentralisation. Mais du coup, ça me fait penser justement au problème du X que tu soulèves. Moi, typiquement, lundi, je dois aller parler à des commerçants de Bitcoin. La plupart d'entre eux, déjà, voilà, Internet, bon, c'est déjà un grand pas d'être sur les réseaux sociaux et d'arriver à faire quelques publications. Leur dire, bah voilà, un wallet, vous allez manipuler votre adresse, et si vous vous trompez en fait d'un seul chiffre, bah tout est perdu. Effectivement, ça peut faire peur et freiner l'adoption. Pour autant, je suis d'accord avec toi que Bitcoin, en fait, sans la self-custody, en fait, c'est la même chose que le système fiat, quoi. Oui, et je pense aussi que les commerçants se posent aussi la question de est-ce que ça vaut le coup pour si peu de gens qui vont payer en Bitcoin? Est-ce que ça vaut le coup d'apprendre tout ça pour peut-être avoir une personne dans le mois qui voudra payer en Bitcoin? C'est ça aussi le problème, quoi. Et après, je pense aussi, c'est une anecdote que j'aime bien raconter parce que je sais pas si tu as vu, mais en 2022, quand ChatGPT est sorti, tous les consultants blockchain sont devenus consultants IA. C'est vrai, c'était drôle. Et ça continue, ça continue. Ouais, ça continue. C'est marrant parce que moi, en tant que consultante aussi, quand je travaille, je passe par un apporteur d'affaires qui m'apporte des missions. En 2023, à chaque fois, il m'appelait, il me proposait des missions IA. Je lui dis, mais moi, mon sujet, c'est pas l'IA, même si mon sujet, c'est l'innovation numérique. Mon expertise, elle est vraiment blockchain. Il me dit, mais Ayette, je crois que tu n'as pas compris. Personne s'intéresse à la blockchain. En ce moment, c'est l'IA. Il n'y a que des missions IA. Si tu prends pas l'IA, en fait, j'ai rien pour toi. Et heureusement qu'il y avait l'IA, parce qu'en 2023-2024, s'il n'y avait pas eu l'IA, j'aurais fait un chiffre d'affaires proche de zéro. Et pourquoi l'IA, quand ça a explosé d'un coup avec une adoption massive? C'est parce que l'UX, elle est simple. Tu fais une demande, tu appuies sur un bouton, tu as le résultat. Donc oui, tout le monde est à fond dessus et tout le monde trouve ça génial parce que c'est facile d'utilisation. Alors que la blockchain et Bitcoin, avant même de l'utiliser, ça demande un effort intellectuel parce qu'il faut s'intéresser à comment fonctionne le monde. Parce que la blockchain, c'est de la décentralisation, et comme je l'ai dit, c'est la décentralisation du pouvoir, et ça veut dire qu'il faut comprendre la politique, la géopolitique, le système monétaire, et tout ça, en fait, ça demande déjà beaucoup de temps personnel
à consacrer à ce sujet-là. Et une fois qu'on a compris comment fonctionne le monde, on est capable de comprendre en quoi Bitcoin est révolutionnaire. C'est ça qui est fou. Et les gens n'ont pas le temps en réalité de s'intéresser à tout ça. Mais si un jour ils s'y mettent tous et qu'ils C'est vrai. comprennent, je pense que ça peut être un vrai levier politique et géopolitique. Et après, je reprends aussi ça, parce que je ne sais pas si tu as vu cette info, mais il y a quelques semaines, là, Donald Trump a lancé sa propre crypto-monnaie, le WFLI, je crois, ça s'appelle. Le Et WLFI, ouais. ouais, et ce que je trouve fou, parce que Donald Trump, on peut se moquer de lui parce que c'est vrai qu'il est caricatural et qu'il est drôle et qu'on dirait un dessin animé, mais je pense que c'est absolument fait exprès. Mais moi, je trouve qu'en ce moment, hein, parmi tous les dirigeants politiques, c'est celui qui a le mieux compris le monde dans lequel on vit. Et je pense, moi, que, et c'est en ça que c'est dangereux et c'est en ça qu'il me fait peur, même si, en fait, son côté joueur de poker, son côté audacieux me fascine parce que à chaque fois que je fais ma veille, j'ai l'impression de lire un roman et je me dis, ce type est incroyable. Là, j'ai vu son discours à l'ONU où il dit qu'il mériterait le prix Nobel de la paix parce que il a mis fin à toutes les guerres dans le monde. Il Et y je a me dis, rien qui ne l'arrête. voilà, et je me dis mais l'audace est folle parce que en réalité, les gens n'ont pas le temps de fact-checker. Donc il suffit qu'il Bien fasse un sûr. discours à l'ONU où il le dit, ses partisans relaient et tout le monde le croit. Et l'information, une fois qu'elle est dite, même quand on sait qu'elle est fausse, comme elle est dans un coin de nos têtes, on ne sait plus si elle est vraie ou si elle est fausse. C'est vrai. Et moi, ma théorie, hein, c'est que Donald Trump, il a très bien compris le principe de la décentralisation, comme tous ses amis de la Silicon Valley, notamment tous ceux qui font partie du mouvement des Lumières sombres avec Curtis Yarvin, Peter Thiel et toute cette clique-là. Moi, je pense qu'ils sont tous en train de préparer le monde d'après. Et moi, ma théorie, j'ai pas de preuves là-dessus, mais tout m'amène à penser ça. Moi, je suis certaine que Donald Trump est en train de créer sa micronation. J'en suis persuadée. Parce qu'au fur et à mesure, dans toutes les actions qu'il fait, dans tout ce qu'il met en place, il est clairement en train de se positionner comme quelqu'un qui, même après la fin de son mandat, ou même si jamais il n'est plus de ce monde plus tard, il prépare en tout cas sa vie de maintenant et sa vie d'après, qui est celle de construire un empire Donald Trump pour lui, ses héritiers, ses descendants, etc. Et moi, je suis sûre qu'il est en train de créer sa micronation, parce qu'il a commencé par son NFT, ensuite il a fait là sa crypto, enfin on ne devrait pas dire crypto-monnaie parce que ça aussi c'est un abus de langage. La seule qui est une crypto-monnaie c'est Bitcoin, tous les autres sont des crypto-actifs. Mais la seule considérée comme une crypto-monnaie aujourd'hui c'est Bitcoin. Et donc en créant son crypto-actif, en se positionnant comme un leader charismatique, héroïque, sauveur du monde, etc. À la fin de son mandat, moi je suis persuadée qu'il va créer sa micronation, qui sera la micronation Trump, comme il a créé les Trump Towers, ses hôtels, etc. Et je pense que de tous les dirigeants, c'est celui qui a vraiment le mieux compris le monde dans lequel on vit, tous les enjeux qu'il y a autour de la décentralisation, c'est-à-dire celle d'avoir une souveraineté individuelle sur tous les plans, c'est-à-dire économique et politique, et que là, il est en train de construire sa communauté de fans, de partisans, qui le suivront, peu importe ce qu'il fera. Et en ça, c'est quand même flippant. Effectivement, ça fait peur parce que je te rejoins sur le fait que souvent les gens ont très vite de dire ah oui mais c'est un peu un idiot ce type-là, il fait n'importe quoi. Des fois, il parle même comme un enfant en fait dans certains discours. C'est fait Mais exprès. effectivement, voilà, il a une très bonne vision, il sait très bien où il va. Hein. Mais c'est fait exprès, c'est fascinant parce qu'en réalité, moi, il me fait peur parce que c'est un personnage réel et je sais que tout ce qu'il fait a un impact, surtout quand je vois qu'il y a une forme de passivité de la communauté internationale concernant tout ce qu'il peut dire d'absolument absurde. Mais en fait, plus c'est absurde, plus il ouvre la fenêtre d'Overton, plus tout est acceptable et plus il peut faire ce qu'il veut. Et en fait, l'objectif des ultra-libertariens, c'est de remettre la méritocratie au centre. Et ce en quoi la décentralisation, elle est fascinante et elle ne devrait pas être prise à la légère, c'est que ce que propose Bitcoin aujourd'hui, c'est de dire, selon moi, hein, qu'on arrive à décentraliser le pouvoir et que ce pouvoir doit être pris par ceux qui en ont le moins pour pouvoir être un levier politique. Sauf que si ce pouvoir est récupéré par ceux qui ont déjà tous les pouvoirs, qui est le pouvoir technologique, le pouvoir monétaire, le pouvoir intellectuels, etc., qui sont les ultramilliardaires d'ailleurs de la tech. Si c'est eux qui prennent le pouvoir, eh ben en fait on est mort parce qu'avec la tech on peut faire le meilleur comme on peut faire le pire.
Et par exemple, avec Nicolas Bermond, qui est un ami de longue date avec qui on avait d'ailleurs travaillé sur le cryptoactif sur Twitter dont je t'ai parlé au début, on expérimente les DAO. Et on expérimente ce qu'on appelle les network states, c'est-à-dire des micronations qui sont créées à partir de la technologie décentralisée, donc à partir de la blockchain. Et donc en fait, aujourd'hui, avec les smart contracts et avec les DAO, on est capable de s'organiser entre nous et de pouvoir créer notre propre constitution, en fait, nos propres règles et se les appliquer en toute transparence avec un modèle de gouvernance qui rassemble une communauté sur un sujet précis ou des valeurs précises. Et en fait, aujourd'hui, avec les DAO, on est capable aussi d'expérimenter des nouveaux modèles de gouvernance plus démocratiques, c'est-à-dire expérimenter la démocratie participative directe. C'est à petite échelle et c'est ça qui est bien, c'est que la blockchain aujourd'hui, elle nous permet d'expérimenter plein de modèles de gouvernance à petite échelle. Et ces modèles de gouvernance à petite échelle, après, s'il y a vraiment un éveil citoyen, on peut penser qu'on serait capable de changer le monde. On pourrait essayer de changer le monde en tout cas. Sauf qu'aujourd'hui, les expérimentations qui sont faites autour des DAO, celles qui sont valorisées, sont surtout celles des ultra-libertariens qui veulent échapper à l'État et qui veulent en fait des micronations dans lesquelles ils seraient entre personnes ultra-privilégiées et dans lesquelles ils n'auraient pas d'impôts, ils pourraient faire ce qu'ils veulent et ils pourraient s'épanouir dans leur petite communauté élitiste. Mais si les DAO qui sont explorés aujourd'hui sont valorisés par ces personnes-là, c'est parce que ce sont eux qui ont aujourd'hui la voix pour exprimer ce qu'ils pensent et pour parler de leurs expérimentations. Aujourd'hui, on va toujours donner, quoi qu'il arrive, la parole à Elon Musk parce que c'est l'homme le plus riche du monde, parce que c'est une personne qui est considérée comme moderne, comme innovante, etc. Mais Elon Musk, il veut pas le bien du monde. Et c'est bien d'avoir son avis aussi. Mais c'est bien aussi d'avoir l'avis de personnes qui, à petite échelle locale, font des expérimentations pour avoir un levier politique dans un monde qui ne leur est pas favorable. Et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une diversité de visions du monde et une diversité d'expérimentations pour montrer que ce que peut apporter la blockchain avec la décentralisation du pouvoir, c'est l'application de plusieurs visions du monde à échelles différentes. Et peut-être que ça nous permettrait de mieux vivre ensemble parce qu'on aurait moins de frustration à vivre dans un monde qu'on nous impose constamment. Et ça, pour les petites références, alors, ça, je ne sais pas si tu connais le concept de network state qui a été développé par Balaji Srinivasan, et le PDF est en ligne, est consultable gratuitement. Et je le mettrai dans la description. Voilà, The Network States, Balaji Srinivasan, qui est une référence et qui explique comment la technologie, dans le futur, permettra de créer des communautés qui ne se définiront non plus par un territoire physique avec des frontières, mais par un territoire numérique qui rassemble des personnes autour de valeurs communes et qui permettent d'avoir une transparence et une gouvernance à travers l'auditabilité justement du code. Mais est-ce que ça me fait penser en fait à la vision des cypherpunk, ce que C'est exactement ça. décris? C'est très cypher, parce que dans les cypherpunk, on retrouve tout le monde en fait. Dans les cypherpunk, on peut retrouver des crypto-anarchistes et on peut aussi retrouver des crypto-libertariens. Après, ils ont tous en commun une seule chose, qui est celle de la protection de la liberté individuelle et la protection du cyberespace. Et en fait, dans le manifesto des cypherpunk, l'idée c'est de se dire qu'on a un nouvel espace qui est le numérique et que cet espace n'est pas seulement un ensemble d'outils qui permet d'avoir des usages, mais que c'est un réel territoire et que ce territoire, le cyberespace, ne doit pas être contrôlé par des institutions privées ou politiques. Et l'idée aujourd'hui, on l'a vu notamment avec Chat Control, c'est que à chaque fois les États viennent avec des réglementations concernant le cyberespace en prétextant vouloir la sécurité de tous dans le cyberespace, en mettant en avant quelques criminels qui représentent un pourcentage minime de ce qui se passe dans le cyberespace. Et que la protection de l'individu dans le cyberespace ne doit jamais justifier la surveillance de masse. Parce que la surveillance de masse est dangereuse, parce qu'elle mène ensuite à la manipulation de masse. Et que c'est ce qu'on veut éviter. Et donc la cryptographie,
permet aujourd'hui de trouver des alternatives à la surveillance de masse en protégeant les utilisateurs qui évoluent, mais sans donner cette puissance aux institutions privées ou publiques, d'avoir notamment des backdoors qui permettent de surveiller de manière totalement arbitraire n'importe qui. Et c'est un danger de dire que quand on n'a rien à cacher, en fait, on n'en a rien à faire d'être suivi. C'est comme si on disait que comme on n'a rien à cacher dans la vraie vie, on était d'accord pour avoir une caméra qui nous suive 24 heures sur 24. Mais il y a toujours un moment dans notre vie où on fait quelque chose euh, et on n'a pas envie que ce quelque chose se sache. C'est évident. On peut Bien pas sûr. vouloir être transparent 24 heures sur 24 dans tout ce qu'on fait dans notre vie. On a toujours quelque chose à cacher, quoi qu'on dise, même si c'est minime et que ça n'impacte personne. C'est d'ailleurs ça qui est important, c'est de vouloir sauver ces petits moments d'intimité qui n'ont pas d'impact sur les autres, mais qui constituent notre être et qui constituent notre liberté d'agir, parfois mal, parfois bien, mais ça fait partie de notre personnalité et ça fait partie de qui on est. Et qui on est, bah, c'est notre souveraineté individuelle. Donc, comment on fait dans le cyberespace où on est traçable 24 heures sur 24 pour permettre à chaque individu de se sentir tout de même libre et de pouvoir y évoluer comme dans un territoire physique, quoi. Et aujourd'hui, tout est lié hein, entre l'IoT, etc. Enfin, je veux dire, enfin, le cyberespace, c'est un véritable espace avec des individus réels et aussi des éléments virtuels. Enfin, les agents IA, ils évoluent dans le cyberespace aussi. Tous les éléments qu'on a dans la vie réelle et qui sont connectés à Internet avec l'IoT, ils évoluent aussi dans le cyberespace. Donc, comment on fait dans le cyberespace pour tous cohabiter en tant qu'humains de la vie réelle et en tant aussi que matériaux évoluant virtuellement, comment on fait pour que tout ça fonctionne sans avoir une surveillance de masse qui donne le pouvoir à des institutions centralisées de pouvoir nous envoyer des messages subliminaux et orienter nos pensées ou nos comportements. Et la volonté des cypherpunks, c'est ça, c'est de dire il faut qu'on sauve le cyberespace de toute forme de contrôle. En tout cas, je te rejoins parfaitement et effectivement, l'un des gros dangers, c'est cette manipulation de masse en fait qui pourrait en résulter, parce qu'effectivement, sous prétexte de protéger tout le monde, au final, on va nous faire avoir la pensée unique ou nous amener à avoir des comportements en fait qu'on n'aurait pas eu autrement et puis à tuer la diversité en fait humaine tout simplement. Et c'est ce qui est en train de se passer avec la valorisation de ce que les ultra-libertariens appellent la méritocratie, c'est-à-dire que celui qui désire le plus le pouvoir doit s'en donner le plus les moyens, donc sera celui qui pourra le récupérer. Donc qui veut le plus le pouvoir? Est-ce que c'est une communauté qui œuvre pour le bien commun et qui décide que le pouvoir doit se partager pour qu'on puisse tous cohabiter ensemble? Ou est-ce que c'est des ultra-libertariens qui pensent que seul l'individu le plus puissant aura droit de diriger le monde parce que c'est le plus intelligent étant donné qu'il a réussi à stratégiquement évincer tous les autres. C'est ça, c'est est-ce qu'on veut une société individualiste? Est-ce qu'on veut une société totalitaire? Est-ce qu'on veut une société orientée du bien commun? Alors, mon point à moi, c'est de dire que tout ça peut cohabiter. C'est-à-dire qu'avec Nicolas, on anime des ateliers autour de la gouvernance et autour des DAO. Et on fait des ateliers de design fiction et on incite les participants à créer leur propre micronation. Pourquoi? Parce que quand on crée sa propre micronation, la première question que l'on se pose, c'est quelle est ma place dans le monde? Comment j'interagis dans ce monde? Et quel serait mon modèle de gouvernance idéal? Donc, comment je me positionne par rapport aux autres? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire que tout le monde rêve d'un monde dans lequel on arriverait à vivre de manière égalitaire, où on aurait au centre de notre gouvernance le bien commun, mais non. Il y a des gens, par exemple, qui aiment les régimes totalitaires parce qu'ils ont besoin d'un leader pour les guider, parce qu'ils ne veulent pas prendre de décision. Mais c'est OK si en tant qu'individu, je décide que j'ai besoin d'un leader, que j'ai besoin d'être guidé, je devrais pouvoir faire partie d'une organisation qui le permette. Parce que j'ai pas envie de m'embêter à réfléchir voilà, à comment organiser une communauté, etc. Donc ça m'arrange. Donc, il y a des gens qui optent pour des modèles totalitaires. Et puis il y a des personnes qui œuvrent plutôt pour des événements, des organisations plus ouvertes. Donc il faut que tout ça arrive à cohabiter et ça ne peut cohabiter que si on propose aux individus
d'avoir des modèles de gouvernance qu'ils peuvent rejoindre en fonction de leurs affinités personnelles et en fonction de leur vision du monde. Moi, je trouve pas ça gênant de vivre dans un système totalitaire quand on est d'accord avec ce système, tout simplement. Mais je trouve ça dangereux et néfaste quand, en tant que personne œuvrant pour le bien commun, on se retrouve voilà, sous la coupe d'une gouvernance qui nous impose une certaine vision du monde. Là, ça commence à devenir frustrant. Et ce qu'on peut faire avec les micronations, c'est ça, c'est proposer des modèles de gouvernance et avoir, en plus de la vie réelle qui est définie par un territoire et des frontières, dans l'univers numérique, avoir cet échappatoire qui nous permet quand même d'être dans un environnement dans lequel on se sent bien. Et pour une autre référence, et peut-être que tu l'as déjà vu, est-ce que tu l'as vu le film sur Netflix, La fabuleuse histoire de l'île de la Rose? Non, pas encore. Eh ben, il est sur Netflix et il est formidable. Et en fait, ça raconte la véritable histoire de l'île de la Rose, qui est une micronation qui est très connue parce que son fondateur voulait se faire reconnaître par les Nations Unies. Donc, il a créé sa micronation. C'était un ingénieur et juste après, la guerre, tu vois, après le fascisme, etc. Il avait besoin d'un vent de légèreté. Et donc, comme il est ingénieur, il s'est posé la question. Il s'est dit, mais en fait, si je monte une plateforme pétrolière dans les eaux internationales, je peux créer ma propre micronation. Donc, c'est ce qu'il a fait au large de Rimini. Il a monté une plateforme pétrolière, il a donc créé sa propre micronation avec son propre timbre, sa propre monnaie, propre style de vie, etc. Il avait une économie locale parce que quand les touristes venaient en Italie, ils étaient quand même très curieux de voir qu'est-ce que c'est que cette micronation. Donc des touristes venaient, consommaient, etc. Il a réussi à créer sa petite micronation comme ça. Mais comme il commençait à devenir gênant pour les autorités italiennes, parce qu'on s'est dit, mais c'est quoi cette communauté qui veut s'affranchir du pays? Ça va pas. Puis en même temps, ils sont dans les eaux internationales, donc on peut rien leur dire, parce que les eaux internationales, ça appartient à tout le monde. Et donc, c'est la fameuse histoire de l'île de la Rose, qui est une vraie histoire concernant la micronation de l'île de la Rose, qui a été créée par Giorgio Rosa. Et après, j'irai pas plus loin, sinon je vais te spoiler. Et l'idée, c'est que si tu décides de voir le film, tu ne sois pas spoilé par ça. Et le concept de micronation n'est pas nouveau. Il y a toujours eu des micronations, donc des communautés qui décident de s'auto-organiser. Et la différence, c'est que les micronations ne sont pas reconnues internationalement. Donc, il y a quand même une géopolitique des micronations parce que les micronations se reconnaissent entre elles. Et donc, elles font de la géopolitique entre elles. Voilà. Et est-ce qu'il en existe dans le cyberespace? Parce que du coup, tout à l'heure, tu évoquais aussi le fait que il y a un prolongement en fait de ce phénomène dans le cyberespace. Déjà aujourd'hui, où on en est en fait on va dire du courant de pensée des cypherpunks en fait qui poussait aussi pour avoir des espaces au sein du cyberespace où on va dire on se réunit en fonction de nos affinités et on définit en fait des règles de fonctionnement. Est-ce que, on va dire, cet esprit, il existe toujours et est-ce qu'on a déjà des premières cybernations, enfin des micronations dans le cyberespace? Oui, ça existe, parce que des cypherpunks, il y en a encore. D'ailleurs, même, je veux dire, à l'origine de la newsletter des cypherpunks dans les années 90, on a toujours des cypherpunks, qui sont encore vivants et qui sont encore actifs. On a Adam Back, notamment. Qui travaille encore sur Bitcoin. On a Nick Szabo, on a David Chaum qui avait d'ailleurs essayé de créer DigiCash, qui était le premier billet numérique. On a encore plein de cypherpunks qui sont vivants aujourd'hui, qui font des choses. L'esprit cypherpunk, il est plus que technophile, il est vraiment techno-expert. C'est-à-dire que quand on est un vrai cypherpunk, déjà on sait coder. Si on ne sait pas coder, on n'est pas cypherpunk parce que c'est le code qui permet de régir le cyberespace. Et ces cypherpunks qui sont donc des personnes très au fait de comment fonctionne le cyberespace et qui sont experts dans le développement, dans la cryptographie, etc., s'organisent déjà entre eux. Et donc, ils développent des logiciels qui sont open source, qui visent à optimiser la protection de l'individu dans le cyberespace. Donc oui, sauf que elle est minime parce qu'il faut avoir les compétences pour pouvoir bénéficier de cette sécurité dans le cyberespace. Mais il y a quand même, l'idée c'est qu'il y a les cypherpunks et derrière les cypherpunks, il y a aussi une idéologie et il y a aussi un esprit cypherpunk. C'est est-ce qu'on veut utiliser le numérique juste pour être le pion, l'outil
des géants de la tech. Donc, c'est-à-dire que si on a compris qu'aujourd'hui, la donnée était le pétrole numérique, c'est est-ce qu'on a envie de fournir toutes nos données aux géants de la tech pour que derrière, ils puissent encore s'enrichir, ou est-ce qu'on décide que cet or numérique qui est le pétrole, on se le réapproprie, on se réapproprie ce pétrole numérique qui est la donnée et on décide d'évoluer de manière libre dans ce cyberespace-là. Après, ça, c'est une question de libre arbitre. Mais encore une fois, ce libre arbitre nécessite de se documenter avant et nécessite d'avoir conscience de comment fonctionne le monde et de comment fonctionne le cyberespace et aussi de se rendre compte que le cyberespace est jeune. C'est-à-dire que si on part d'ARPANET dans les années 60 et qu'après on évolue vers l'ordinateur individuel dans les années 90 et qu'ensuite on passe au Web 2 qui s'est bien développé avec l'arrivée du smartphone en 2007, le cyberespace est extrêmement jeune. C'est-à-dire que c'est un espace dans lequel on est encore capable de créer plein de choses et qu'on est vraiment à la naissance d'un territoire. C'est qu'on n'a pas encore tout vu du cyberespace. Là, ce qui est en train de se passer avec la blockchain, c'est absolument fou parce que c'est une révolution technologique et c'est une révolution politique et ça permet une infrastructure plus puissante que la précédente puisque cette infrastructure-là, elle est décentralisée. Et cette décentralisation permettra tout. Donc, soit elle permettra le chaos, soit elle permettra le totalitarisme, ou soit elle permettra le retour au bien commun, ou elle peut aussi permettre la cohabitation de tout ça et un cyberespace dans lequel on évoluera de manière un petit peu plus sereine. Et après, il y a aussi, bon, ça, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que sinon on parlera de trop de choses, mais il y a aussi l'impact énergétique du cyberespace. Donc, bon, c'est-à-dire que la seule vérité, c'est que le seul monde qui permet au cyberespace d'exister, c'est le monde réel. Donc le monde réel, bon voilà, si il explose, le cyberespace explose avec lui. Donc si un jour on doit faire le choix entre le développement du cyberespace ou le développement du territoire réel, je pense y aura des choix à faire. Mais je pense que le cyberespace, il est utilisé comme comme un moyen d'expression et une volonté de remettre à l'honneur le bien commun. C'est un outil qui permet aussi de rendre le monde plus équitable. Et enfin, tu vois, par exemple, c'est intéressant de voir les révolutions là récentes, notamment au Népal. C'était intéressant de voir comment l'information a été traitée par les journaux locaux et la manière dont la révolution a été perçue par les personnes qui ont suivi la révolution sur les réseaux sociaux directement du point de vue des révolutionnaires. C'est intéressant. La récolte des symboles est intéressante aussi parce que je sais pas si tu as vu, mais il y a le drapeau de One Piece qui a été récupéré comme symbole de la jeunesse au Népal, qui avait été aussi récupéré lors des révoltes en Indonésie. Et là, une chose aussi dans laquelle Donald Trump est extrêmement malin, c'est que Donald Trump a compris que les jeunes générations avaient leur propre code, leur propre symbole issus de la pop culture. Parce que la pop culture, elle rassemble autour de valeurs communes parce qu'on a une génération qui a grandi avec des nouveaux récits qui sont notamment apportés par les milieux du manga. Et je ne sais pas si tu as vu, mais la Maison-Blanche a diffusé une vidéo contre l'immigration dans lequel elle mettait en scène les immigrés comme s'ils étaient des Pokémon qui devaient être chassés par la police. Mais elle est incroyable cette vidéo. Dans quel monde on peut faire ça? C'est pour ça que je dis que Donald Trump, pour moi, c'est un dessin animé. Pour moi, Donald Trump, c'est le monde de South Park. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est tout. Et moi, à chaque fois, je vois ça et je sais que c'est réel et en même temps, ça semble irréel. Et je me dis que personne n'a l'air choqué. Et je me dis que si personne n'est choqué, c'est que tout le monde accepte. Donc, si tout le monde accepte, ça veut dire qu'on peut tout faire. Mais moi, je trouve ça fou. Et après, je ne sais pas d'ailleurs si les ayants droit se sont exprimés sur l'utilisation, parce qu'ils ont vraiment repris les images de Pokémon, la musique de Pokémon, mais... À quel moment et tu vois, il a compris que en fait l'expression moderne, c'est celle du rassemblement autour de valeurs communes, autour de symboles communs, et donc il se réapproprie ces symboles pour pouvoir brouiller les messages. Donc c'est comment on fait en tant que communauté du cyberespace pour montrer que la communauté d'utilisateurs doit être plus forte que le pouvoir des institutions publiques et privées. C'est comment on fait pour reprendre le pouvoir parce que cet espace devrait nous appartenir puisqu'on y évolue. Tout à fait.
Effectivement, cette vidéo, Elle elle est est assez voilà, mais en fait, c'est comme ce que tu disais, il ose et si ça passe, bah, ça passe. Donc Mais il le c'est comme fait. quand il avait fait sa vidéo avec, l'IA pour, montrer, la Gaza Riviera. Enfin, Oui, c'était oui, fou. oui, tout à fait, ouais. C'est enfin, c'est dingue, tu te dis: «Bah, il y a des gens qui vivent là-bas, donc pourquoi tu fais ça?» mais Et non, mais c'est le président de la première puissance mondiale. Donc ça veut dire que si lui se permet de le faire, bah, au fur et à mesure, tous les autres qui ont moins de pouvoir que lui vont se référer au fait que si lui a le droit de le faire, tout le monde a le droit de le faire. Et on rentre dans un totalitarisme numérique qui progressivement va se retrouver dans notre vie réelle. Et même pas progressivement, parce que maintenant les deux sont interindépendants. Donc tout ce qu'on fait dans le cyberespace se retrouve dans la vie réelle, tout ce qu'on fait dans la vie réelle se retrouve dans le cyberespace, et puis notre identité continue de vivre dans le cyberespace même quand on éteint nos outils. Donc il y a tout mmh, ça qu'il faut prendre en compte. effectivement. Et du coup, pour en revenir à Bitcoin, est-ce que selon toi, Bitcoin nous permet de garder justement, un tout petit peu de cette souveraineté? Hem, Alors, pour être tout à fait honnête, je pense que l'idéologie de départ de Bitcoin fonctionne toujours grâce à l'infrastructure qui, elle, est réellement décentralisée. Tant que personne ne possède 51% du hash-rate, la technologie est décentralisée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire que cette infrastructure a vraiment été pensée de manière quasi parfaite. Donc, d'un point de vue technologique, pour moi, Bitcoin est totalement décentralisé. Ensuite, je pense que cette décentralisation est tellement parfaite et elle est tellement dangereuse qu'elle a été récupérée par les institutions privées. Aujourd'hui, maintenant que Bitcoin est utilisé comme une réserve de valeur, je pense qu'au fur et à mesure, les personnes qui posséderont du Bitcoin ne seront plus comme au début, c'est-à-dire des personnes lambda, mais plutôt bah, des institutions comme BlackRock, comme Fidelity, comme les États, etc. Donc les États et les institutions qui ont un pouvoir politique et financier ont compris que soit ils récupéraient ces outils à leur fin, ou soit ils laissaient potentiellement quelque chose d'extrêmement puissant aux mains des utilisateurs et aux mains des citoyens. Donc je pense qu'en termes de valeur et d'usage, Bitcoin est devenu bah, un peu aussi comme il a été conçu, c'est-à-dire de l'or numérique. C'est devenu une réserve de valeur. On sait qu'au fur et à mesure, de moins en moins de personnes pourront l'acquérir, puisqu'il n'y en aura que 21 millions, donc c'est soit on en achète maintenant, soit on n'en aura pas. Et en fait, Bitcoin, alors je pense que là où Bitcoin pourquoi Bitcoin intéresse les institutions financières, c'est que depuis la fin des accords de Bretton Woods en 71, la monnaie fiduciaire n'est plus baquée par l'or. Elle est baquée par rien du tout. Donc en fait, c'est que de la dette. Les institutions financières ont compris une chose, c'est que Bitcoin est puissant parce que son infrastructure est parfaite et que par conséquent, Bitcoin est baqué sur son infrastructure qui est la blockchain. Donc là où la monnaie fiduciaire aujourd'hui n'est baquée par rien, Bitcoin est baqué par sa technologie, ce qui en fait quelque chose de puissant. Et c'est pour ça que les institutions politiques et financières décident aujourd'hui d'utiliser Bitcoin comme une réserve de valeur. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu une réserve de valeur et non plus une monnaie. Pour moi, elle n'est pas une monnaie dans le sens où son usage massif n'est pas celui de la transaction de valeur de particulier à particulier comme il a été conçu, c'est-à-dire que c'est plus un cash numérique, mais c'est vraiment de mmh, l'or numérique. Donc on l'acquiert pour pouvoir capitaliser sur le futur. Et si on compte en plus, parmi ces 21 millions de bitcoins qui seront mis en circulation d'ici 2140, tous les bitcoins de Satoshi Nakamoto qui ne bougent pas, en espérant qu'ils ne bougeront jamais, tous les bitcoins qui ont été perdus avec les clés privées qui ont été perdues, ça veut dire qu'en fait, il y a moins de 21 millions de bitcoins qui vont pouvoir réellement être détenus et utilisés. Donc, comme on est des milliards sur Terre, il y a tout intérêt à acheter du bitcoin. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment de la réserve de valeur comme de l'or, quoi. Mais ça, pour moi, ça n'est plus du cash numérique, clairement. et en fait, ça me fait penser, que j'ai lu un post de toi, tu as été à Abidjan, dernièrement. Oui, Hem, est-ce que tu as évoqué ces sujets-là? Parce qu'en fait, intuitivement, on peut se dire qu'une monnaie, en tout cas un actif tel que Bitcoin peut être intéressant, en tout cas pour les pays africains. Moi, c'est quelque chose que je pense en tout cas. Comment tu l'as senti toi sur le terrain? Est-ce que les gens se disent: «Bah, il y a quelque chose à faire pour sortir en fait des monnaies coloniales comme le franc CFA, d'utiliser en fait du Bitcoin?» ou les gens se disent: «Bon, c'est trop compliqué, on va pas le faire»?
Alors moi, je suis intervenue à Abidjan et je suis intervenue également à Dakar, parce que je travaille beaucoup avec l'Afrique. Et le sentiment quand j'explique Bitcoin, c'est que on reconnaît à Bitcoin son aspect révolutionnaire, son aspect décentralisé et sa perfection technologique. En revanche, tous posent la question de comment on convertit ça en monnaie fiduciaire pour réinjecter dans l'économie réelle, parce que la vérité, c'est que la population qui est dans une situation précaire et qui n'est pas bancarisée, etc., elle a besoin de l'utiliser dans l'économie réelle pour payer son loyer, pour s'acheter à manger, pour échanger, etc. Et que si les, les personnes avec lesquelles on évolue n'utilisent pas Bitcoin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut convertir en monnaie fiduciaire. Donc on revient à ce problème de bancarisation qui est que si je peux pas, il faut que je passe par une plateforme centralisée, par une marketplace centralisée. Donc on revient à la fin à la même chose. C'est pour ça que je disais que Bitcoin n'a de sens que s'il s'échange de pair à pair, mais qu'il n'a plus de sens si pour l'utiliser, on est obligé de repasser par le système traditionnel pour l'utiliser dans l'économie réelle. Donc, les personnes que je forme, ce qu'elles disent, c'est que ça donne un aspect très élitiste à Bitcoin, dans le sens où il faut déjà avoir la capacité financière de l'acquérir aujourd'hui. Il faut aussi avoir la capacité intellectuelle de le comprendre et de creuser le sujet. Et ensuite, il faut aussi avoir l'environnement favorable pour pouvoir l'utiliser. Donc, soit être dans un écosystème de technophiles et de personnes convaincues que Bitcoin peut changer le monde, ou soit repasser par le système traditionnel. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. En revanche, tout le monde est d'accord pour dire que l'infrastructure est dingue. Voilà. Ouais. Mais dans les pays africains, en revanche, en tout cas, moi, les personnes que je forme, ce sont quand même des institutionnels que je forme. Je forme pas des personnes, voilà, en dehors du milieu professionnel. Donc, je forme des institutionnels. Donc, ce qui intéresse le plus les institutionnels, c'est la blockchain en tant qu'infrastructure. Et ce qui va les intéresser, notamment, ça va être Ethereum et les smart contracts, parce que ce qui va les intéresser, par exemple, c'est la traçabilité des médicaments. Comment on fait pour D'accord. éradiquer ce problème de faux médicaments qui est mis sur le marché? Est-ce que la blockchain peut aider à ça? On pose aussi la question de comment est-ce que la blockchain peut aider pour la gestion des territoires et la transmission de patrimoine immobilier. C'est des choses qui vont aussi intéresser les populations africaines. Donc les institutions africaines, elles ont moins d'intérêt pour les cryptoactifs et Bitcoin que pour l'usage même de la blockchain dans des réels cas d'usage liés à l'organisation citoyenne. Et je Ok. pense que dans les pays d'Afrique, les adeptes de Bitcoin, ça va être ceux qui étaient early adopters ou précurseurs et qui ont eu le temps de rentrer dans un écosystème de technophiles et qui leur permet d'avoir des opportunités d'échange en cryptoactifs. Donc, est-ce que ça me fait penser à quelque chose? Parce que de par sa nature décentralisée, Bitcoin est très difficile à tuer. Est-ce qu'une façon de tuer Bitcoin, c'est pas justement ce qui est en train de se passer du fait que ça devient inaccessible en fait d'un point de vue financier d'en avoir et qui va devenir de plus en plus cher et que les gens parce qu'avant les gens pouvaient miner donc en avoir Mm. directement avec un ordinateur donc récupérer du Bitcoin mais le fait que on va dire son prix face aux monnaies fiduciaires ne fait qu'augmenter, est-ce que c'est pas une façon finalement pour les institutions de tuer cette idéologie en fait dans l'œuf? Moi, je pense que Bitcoin, c'est une proposition qui est faite au monde de se dire on peut changer les choses. Et Bitcoin, en étant open source et en permettant à chacun de pouvoir exprimer sa propre vision du monde, de la finance ou même de la politique ou tout ce qu'on veut, euh, apporte une solution qui est décentralisée. Et cette solution décentralisée, une fois qu'elle a été exposée, expliquée, on ne peut pas la retirer. Donc en fait, c'est un cadeau. Ce que fait Satoshi Nakamoto, c'est un cadeau qu'il nous fait. Et ce cadeau, c'est de dire on est capable de décentraliser le pouvoir numérique et donc décentraliser le pouvoir monétaire, décentraliser le pouvoir politique. Maintenant, vous savez faire. On vous propose une infrastructure qui s'appelle la blockchain. Vous avez un code open source. Vous savez comment fonctionne le protocole. Vous connaissez notre mécanisme de consensus. Vous pensez que vous pouvez faire mieux. Faites mieux. C'est ça que propose Bitcoin. C'est de dire si vous faites mieux, allez-y, faites mieux. Organisez-vous en communauté, faites
faites vos propres règles, créez vos propres, vos propres envies avec le code. Et c'est ça que propose Bitcoin. Donc Bitcoin est immortel quoi qu'il arrive parce que c'est lui qui a apporté au monde la technologie blockchain. Et cette technologie blockchain, après, elle évolue sous différentes formes. Parce qu'encore une fois, pour moi, la deuxième révolution, c'est Ethereum. Donc Ethereum, avec les smart contracts, apporte encore une évolution dans le milieu décentralisé, avec la possibilité de créer n'importe quel type d'organisation de manière décentralisée. Et cette vision, elle est compatible avec Bitcoin. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme Bitcoin est à la naissance de la blockchain, Bitcoin est compatible avec tout. Il est compatible avec n'importe quel type de blockchain parce que lui, ce qu'il apporte, c'est la souveraineté monétaire. Et cette souveraineté monétaire, elle est encore valable aujourd'hui parce que la seule crypto-monnaie qui existe, c'est Bitcoin. C'est la seule aujourd'hui qui est reconnue par un État comme monnaie nationale, notamment par le Salvador. C'est aussi une monnaie qui est plébiscitée par des petits pays comme le Bhoutan. Donc, il est adopté Ouais. par des États. Donc, il est reconnu comme étant une valeur de confiance par des États. Donc, Bitcoin est la seule crypto-monnaie. Tout le reste, ça n'est que des cryptoactifs. Donc, un cryptoactif, c'est un actif qui fonctionne sur une blockchain et qui permet d'obtenir un service lorsqu'on le détient. Donc, c'est pas une crypto-monnaie. Le but de Bitcoin, c'est que demain, on puisse aller acheter notre baguette de pain avec un Bitcoin. Je pense que le but d'Ethereum, c'est pas ça. Le but d'Ethereum, c'est de créer des services décentralisés et d'avoir voilà, un actif qui permette d'avoir des droits de vote, de payer des frais de transaction, etc. Donc, ce que Bitcoin a offert au monde, il est ineffaçable, il est intuable. Et c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse nous offrir, c'est la connaissance de comment on s'organise en communauté pour sortir d'un système qui ne nous va pas et faire des propositions alternatives. Et ça, c'est fort parce que ça veut dire que dans un système classique centralisé dans lequel on ne nous donne pas la parole et dans lequel notre parole n'est pas entendue quand on l'exprime parce qu'on sait que le pouvoir est centralisé, le fait de décentraliser le pouvoir donne un levier politique pour exprimer des avis. Donc, ok, nous, le modèle de gouvernance du pays dans lequel on vit, il ne nous va pas. Vous pensez que le peuple propose un modèle de gouvernance qui est inapplicable. Ben, venez, en tant que communauté, on s'organise, on essaye à petite échelle, et si ça marche, on fait un effet levier en disant, ben, nous, on l'a testé, on a un outil aujourd'hui qui nous permet d'avoir plus de transparence, plus de traçabilité, plus de justice sociale. Venez, on utilise cette infrastructure, je ne sais pas, pour avoir la traçabilité, par exemple, de la trésorerie de l'État. On a des problèmes de dette, on dit qu'on est tous responsables de la dette aujourd'hui, mais nous, on n'a pas la main sur la trésorerie. Venez à chaque fois qu'il y a une grosse dépense à faire, démocratie participative directe, on décide tous ensemble où est-ce qu'on met le budget, où est-ce qu'on en met moins. Et l'idée après, la fausse croyance qu'il y a autour des DAO, souvent on pense que c'est le chaos et que c'est pas organisé. Mais il y a aussi une hiérarchie dans les DAO, c'est-à-dire que chaque membre d'une DAO n'a pas les mêmes droits de vote, parce que les droits de vote vont être décidés de manière totalement transparente. Qui a le droit de faire quoi, qui a le droit de voter quoi, et ça va dépendre de plein de choses. Ça peut dépendre de l'ancienneté, ça peut dépendre du nombre de tokens possédés, ça peut dépendre, je sais pas, de plein de paramètres qui permettent dans une communauté de déterminer quel type de droit de vote on peut avoir et pourquoi on nous permet d'avoir un droit de vote qui serait supérieur à un autre membre de la communauté. La différence, c'est que les règles sont transparentes. Donc, si on est d'accord, on rejoint la DAO. Si on n'est pas d'accord, on part, on crée sa propre DAO, on va dans une DAO qui nous ressemble plus. Et en fait, ce qui est fort avec la décentralisation, c'est qu'elle ne maintient pas l'individu dans un système qui lui impose des règles, mais il permet à l'individu de trouver le modèle qui lui correspond le mieux ou de créer le sien, tout simplement. Et c'est ce que permet la blockchain aujourd'hui, c'est de se dire, il y a des visions différentes, il y a des organisations différentes, il y a des aspirations différentes, et la décentralisation permet à chaque institution, à chaque communauté, à chaque personne de pouvoir choisir où est-ce qu'il va le mieux. Donc, c'est de la personnalisation, en fait. C'est de la personnalisation. C'est un système personnalisé autour de valeurs qui sont chères à un individu. Bah, c'est de la souveraineté individuelle. Hein. C'est, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais comment je veux fonctionner, donc je rejoins le modèle de gouvernance qui correspond le plus à ma vision du monde.
Et c'est en ça que je trouve que c'est différent de l'espace physique, parce que quand on est dans un pays, il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne peut pas bouger. Et que même si on a choisi un pays à un moment donné parce qu'on estimait que bah, les règles de fonctionnement de ce pays nous conviennent, lorsqu'elles changent, il y a tellement de choses qui sont incitées et faites pour qu'on reste bloqué et immobile. Et donc, c'est pour ça qu'on choisit souvent les individus les plus immobiles pour les taxer, parce qu'à un moment donné, on sait que tu peux pas bouger, donc on peut changer les règles et que tu es coincé là où tu es. Mais justement, avec ces modèles-là, en fait, on reprend la mobilité, le fait de pouvoir changer, si toutefois les règles en fait du consensus ne nous conviennent plus. Mais la mobilité, c'est très important parce qu'effectivement, bah, dans les pays les moins développés, bah, on a des passeports qui nous permettent de très peu bouger. Et c'est Tout comme à ça qu'on fait. explique aussi l'immigration clandestine. C'est pas qu'il y a plus de gens qui quittent leur pays, c'est qu'il y a plus de gens qui ne peuvent pas quitter leur pays, qui essayent de le quitter coûte que coûte. Parce que quand on a un passeport américain ou européen, on peut se déplacer partout. Donc on n'a pas Partout. besoin d'essayer, voilà, on n'a pas besoin d'essayer de quitter son pays puisqu'on a déjà un passeport qui nous permet d'aller quasiment partout. Mais quand on a un passeport qui ne nous permet pas de bouger, le seul moyen de bouger, bah, c'est d'essayer de passer la frontière de manière illégale. Et les gens ne se rendent pas compte que, en fait, l'immigration, c'est pas une question de pauvreté, c'est une question de restriction géographique. C'est-à-dire que tout le monde bouge et quand on parle de clandestinité, on parle de gens qui quittent leur territoire de manière illégale, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le faire de manière illégale. Si on avait Bien tous sûr. un passeport équivalent, on se déplacerait tous de manière équivalente, mais on n'a pas ce choix-là. Et ce que permet le numérique de faire aujourd'hui avec son absence de frontières fixes, comme dans la vie réelle, c'est qu'elle permet à n'importe quel individu de pouvoir converser avec n'importe quel autre individu dans le monde, même s'il y a des restrictions au sein de son pays d'un point de vue numérique, il y a toujours des moyens de passer cette frontière numérique, notamment à travers des outils qui sont des outils cryptographiques, qui sont des outils qui sont conçus justement pour passer ces frontières imposées. Tout à fait. Effectivement, c'est sûr. Enfin, tout le monde bouge, mais parce que même dans ceux qui quittent leur pays illégalement, je pense qu'il y en a plein. Bah, s'ils avaient le bon passeport, ils prendraient juste un billet d'avion parce qu'ils ont les Mais moyens de c'est le faire. exactement ça. C'est juste que voilà, ils sont restreints, donc ils passent par des moyens illégaux parce que la loi les interdit en fait de bouger. Et moi, ça me fait rire parce que j'ai des amis qui travaillent dans la tech, qui sont partis aux États-Unis avec un visa et qui sont toujours aux États-Unis là et qui sont clandestins parce que leur visa a expiré. Et eux, on les comptabilise pas comme des clandestins dont il faut se débarrasser parce qu'ils sont rentrés légalement. Ensuite, ils sont restés et quand ils trouveront une solution pour se régulariser, ils vont le faire. Donc oui, ils n'ont pas besoin de mettre leur vie en danger pour quitter un pays. Ils sont capables de le faire de manière légale. Et après, ils ont juste à laisser leur visa expirer, à se débrouiller, à faire leur réseau sur place. Et puis, une fois qu'ils arrivent à trouver l'opportunité de se régulariser, ils se régularisent. Mais chaque personne qui essaye de quitter un territoire, c'est parce qu'elle a l'espoir d'un monde meilleur ailleurs. Donc, Tout à fait. voilà, ces mondes meilleurs, on peut essayer de les organiser entre nous. Et d'ailleurs, il y avait, je vais lui faire un petit peu de pub à Suzanne, mais il y a Suzanne, alors je sais pas dire son nom de famille, du coup, je le dirai pas, mais je la connais très bien dans la vie réelle, qui est une des précurseurs des DAO et qui a créé BitNation. Et BitNation était une DAO qui permettait à des personnes apatrides ou des personnes voilà, en situation difficile de pouvoir sauver leur papier d'identité et leur identité dans la blockchain, de manière à pouvoir prouver à n'importe quel moment que administrativement, à un moment donné, ils avaient bien une identité qui était, voilà, qui avait été déjà identifiée, quoi. Bah, ça aussi, les sujets en fait d'identité numérique avec la blockchain, pour moi, c'est des sujets qui sont intéressants. Justement, ça me fait penser que tu évoques souvent les ECTA-proof. Est-ce que c'est justement une techno qui peut amener à ce qu'un jour on ait vraiment en fait l'utilisation de la blockchain dans le cadre de l'identification des personnes? Oui, bien sûr. Ce que permet le ZK Proof, c'est d'attester qu'une information est réelle sans avoir à
déclarer cette information. C'est un peu compliqué à expliquer, mais si je prends un exemple simple et qui est facilement compréhensible, c'est celui par exemple du droit de vote. C'est-à-dire que demain, si on décide tous de voter numériquement, il faudrait que les conditions de ce vote numérique soient les mêmes que ceux dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse prouver mon identité, il faut que je puisse prouver que je suis majeure, il faut que je puisse prouver que je suis bien citoyenne du territoire dans lequel je vais voter. Il faut que je puisse prouver que j'ai voté qu'une seule fois. Et il faut aussi qu'on puisse prouver que une fois que je vote, mon vote reste anonyme, comme quand je suis dans un qu'on appelle ça quand on vote, on est dans la petite salle là. Dans un isoloir. Voilà, dans un isoloir. Donc il faut que je puisse prouver ça. Et en fait, l'idée du ZK Proof, c'est que le ZK Proof va s'assurer que toutes les informations en amont qui me donnent ce droit de vote existent réellement. Donc par exemple, si je pars, je sais pas, du droit de vote dans un pays pour des élections, d'abord, je vais avoir un KYC de l'institution en question qui va bien déterminer que c'est bien moi. Donc je vais devoir prouver qui je suis. Ensuite, on va me donner un credential, donc un droit de vote. Donc ça va être un jeton qui va me permettre de voter une fois et qu'une seule fois. Et il faudrait que lorsque je vote, donc on sait très bien qu'une seule personne a voté, que cette personne est légitime pour voter, et on ne sait pas pour qui elle a voté. Donc ce que fait le ZK Proof, c'est qu'en fait, toutes les problématiques qu'on avait avant concernant la validité d'une information, et que cette validité d'information est nécessaire pour avoir une interaction avec la blockchain, il faut que lorsque ces informations doivent rester confidentielles, elles restent confidentielles. Donc, ce que fait le ZK Proof, en fait, c'est un protocole cryptographique qui vise à attester que les informations nécessaires pour faire une action sont respectées sans révéler ces informations-là. Et je pense que le ZK Proof, ça peut être notamment l'avenir des blockchains publiques pour être un rempart aux blockchains privées. Aujourd'hui, les puristes te diront qu'une blockchain privée, c'est pas une blockchain parce que à partir du moment où on fait la sélection des nœuds, on n'est pas dans de la transparence totale et donc on n'est pas sur de la blockchain. Sauf que les institutions publiques et privées qui doivent protéger des informations privées, confidentielles. Elles n'ont aucun intérêt à utiliser une blockchain publique parce que il y a des informations qu'elles vont pas vouloir mettre aux yeux de tous. Et le ZK Proof permettra ça. C'est-à-dire que le ZK Proof permettra d'attester que des règles ont été respectées concernant des informations nécessaires pour effectuer une action ou interagir dans la blockchain. Mais ces informations doivent rester confidentielles pour tous. Et donc, ce que fait le ZK Proof, c'est ça. C'est attester de la légitimité, de la vérification d'une information sans la soumettre au réseau. Et les pionniers là-dedans, c'est Zcash, qui est un crypto-actif qui permet justement d'anonymiser les transactions. Et ce que fait Zcash, c'est qu'il atteste que telle wallet a envoyé telle transaction à telle wallet, mais on ne sait pas qui est le wallet A et qui est le wallet B. Mais on sait que la transaction est valable parce que le wallet A a bien les fonds et qui veut les envoyer à wallet B. Et donc, toutes les informations sont vérifiées, mais aucune information n'est livrée au public. Et ça permet d'avoir une anonymité totale tout en s'assurant que les conditions requises pour la transaction ou l'action est bien respectée. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais en tout cas, voilà. Si j'essaie Alors, de résumer. Il y a une Ouais, analogie vas-y. qu'on fait généralement pour expliquer le ZK Proof. Le ZK Proof, c'est avoir une information et prouver qu'elle est vraie sans la divulguer. Donc, généralement, l'analogie qu'on donne, c'est un peu comme si tu me disais que tu avais accès à un mot de passe pour rentrer dans un système et que tu voulais me le prouver, mais sans me donner ton mot de passe. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser la place, je vais te donner l'ordi, tu vas rentrer, tu vas me montrer que tu es bien rentré dans le système sans me livrer ton mot de passe. Donc, je sais que tu as le mot de passe, mais je ne suis pas au courant de ce mot de passe parce que le ZK Proof, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie que tu peux faire ce que tu dis parce que tu en as les capacités, les moyens ou l'autorisation, mais ne livre pas les informations qui prouvent que c'est vrai. Voilà. C'est une très, très, très bonne analogie et très bien expliqué, hein, parce qu'effectivement, c'est ce que moi j'en avais En fait, compris. c'est la Mais du coup, avec ton voilà, explication. c'est la protection de l'information originelle. Donc, tu as des informations originelles qui te permettent de faire certaines actions et en fait, tu devrais pouvoir les faire sans
avoir à livrer quelles sont ces informations. Donc moi demain, si je veux voter, on n'a pas besoin de savoir comment je m'appelle, quel âge j'ai, où j'habite, etc. Si on sait que j'ai les autorisations parce que cette information a été vérifiée en amont et qu'on sait qu'elle est vraie, j'ai pas besoin de me déclarer. Donc quand j'arrive à la mairie, j'ai pas besoin de dire bonjour, je m'appelle un tel, j'ai tel âge, j'ai une carte d'électeur. J'arrive, si j'ai mon credential, on sait que tout ça, ça a déjà été validé. C'était vérifié. Bah ça, c'est effectivement, ça peut permettre de, en tout cas, donner plus d'intérêt pour les blockchains publiques dans les utilisations institutionnelles, d'autant plus que la blockchain, par son immutabilité, bah, il n'y a pas vraiment de politique comme on peut avoir dans les systèmes centralisés où on se dit, bah, à un moment donné, on efface la donnée. Donc, il faut qu'elle soit anonyme, en fait, surtout pour les données, en fait, à caractère personnel, telles que l'identité, par exemple. Oui, ça peut être aussi, par exemple, dans la DeFi. Tu peux très bien faire, tu vois, un prêt, mais tu n'as pas envie de dire combien tu as dans ton wallet. Avec le ZK Proof, tu prouves que tu as un collatéral suffisant pour pouvoir emprunter. Tes borrowers, donc tes prêteurs, ne savent pas combien tu as dans ton wallet, mais savent que, voilà, en tout cas, ta capacité à demander un prêt, ta capacité de surcollatéralisation est suffisante pour pouvoir avoir le prêt. Donc, c'est en gros toutes les informations que tu souhaites garder confidentielles peuvent rester confidentielles grâce au ZK Proof qui ne délivre pas l'information, mais qui vérifie que cette information est réelle. C'est vrai. En tout cas, c'est une technologie qui est hyper fascinante. On arrive un peu vers la fin de l'épisode. On a largement dépassé le temps, mais je voudrais te poser une question. Je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais si tu devais te projeter dans 10 ans, où est-ce que tu verrais Bitcoin, la technologie blockchain? On en serait où à peu près selon toi dans une dizaine d'années? Honnêtement, je sais pas tellement. Alors Bitcoin, je pense que ce sera une réserve de valeur et je pense qu'elle aura été plébiscitée par des États, par des institutions financières. Ça l'est déjà aujourd'hui, mais je pense encore plus. D'ailleurs, là, en ce moment, la blockchain bouge beaucoup, surtout dans le secteur financier, principalement. Le secteur financier Avec les commence à se stablecoins. réveiller. Ouais. Je pense aussi que toutes les banques finiront par avoir leur propre infrastructure blockchain pour pouvoir faire des transactions massives à travers le monde de manière transparente. Bon, comme le fait déjà Société Générale avec Forge, comme le fait JP Morgan, etc. Mais je pense que les blockchains publiques vont de plus en plus se développer. Je pense que peut-être que les institutions vont commencer à utiliser plus de blockchain public et moins de blockchain privé. Je pense que si la technologie se développe bien, on peut arriver à ça. Euh, Après, je sais pas, il y a quand même un vrai problème d'interopérabilité des blockchains. Je pense que ça, c'est une nécessité de pouvoir développer les blockchains sur ce point-là. En réalité, je sais pas tellement parce que 10 ans, j'ai l'impression que c'est court et en même temps c'est long. Donc je sais pas tellement. Ce qui est sûr, c'est que je pense que Bitcoin aura gagné ce titre d'or numérique et je pense qu'il sera de moins en moins critiqué parce que l'adoption est en train de se faire au fur et à mesure. Je pense aussi, bah, on l'a vu avec l'affaire Exalion hein, de EDF Ouais, qui va peut-être être vendue à Mara, mais je pense que des États se mettront à miner du Bitcoin parce qu'ils auront compris que c'est une question de souveraineté monétaire. Donc, en ce moment, j'ai l'impression qu'avant, il y avait le chaos et j'ai l'impression que là, on est dans un entre-deux, on est dans un chaos organisé. C'est-à-dire qu'il y a plein d'événements non cohérents qui se passent autour des blockchains, mais qui sont quand même exprimés par la communauté et qui sont ensuite questionnés par les institutions. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience sur l'importance d'utiliser cette technologie, sur l'importance de ne pas mépriser ou sous-estimer des cryptoactifs comme Bitcoin ou comme l'Ether hein, avec Ethereum. Et d'ailleurs, bah voilà, MicroStrategy a misé fort sur Bitcoin et Jack Ma, le fondateur de Alibaba, il mise fort sur Ethereum. Donc, je pense qu'il va aussi y avoir des prises de position par des institutionnels sur des cryptoactifs à fort potentiel. Donc c'est comme pour le moment, je pense qu'on est un peu dans l'entre-deux. Honnêtement, je suis dans le flou parce que je serais incapable de dire ce que deviendra la blockchain dans 10 ans. Et peut-être même qu'il y aura une technologie décentralisée qui sera plus performante et qui va peut-être surpasser la blockchain et qui va arriver. J'en sais rien parce que la tech, ça avance tellement vite.
Donc je sais pas trop. Honnêtement, je suis perdue. Mais c'est ça qui est fascinant. Il faut savoir que ce qui me C'est ça. passionne moi dans la blockchain, c'est que j'ai l'impression qu'on est tous collectivement en train de participer à une aventure qui est excitante et qui est géniale parce qu'elle peut vraiment changer le monde. Et justement parce qu'on est sur une technologie qui est très prometteuse, qui n'est pas mature encore, mais qui qui permet vraiment de changer le monde de manière réelle et radicale. Et c'est ce qui fait que être dans l'écosystème blockchain est fascinant. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que je trouve que tout le monde collabore très bien ensemble, malgré des visions du monde extrêmement différentes. Tu vois, moi, ma vision du monde, elle est très différente de celle des ultralibertariens, mais en même temps, l'idéologie des ultralibertariens me fascine parce qu'elle permet de mieux comprendre comment on peut se réapproprier le pouvoir. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Je suis d'accord, effectivement. Il y a une bonne collaboration, en tout cas, parce que aussi c'est nouveau, comme tu le soulignais. Hein, donc, pour l'instant, on va dire, on se cherche tous un peu dans Et cet en même temps, univers c'est autour de la nouveau sans blockchain. être nouveau, parce que le Genesis Block, c'est 2009. Donc c'est nouveau sans être nouveau. Mais c'est tellement puissant Ouais, qu'on sent que même si on est 16 ans après, eh bien, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et la communauté est exactement. fascinante. La communauté de builders est fascinante. Mm. Tout à fait. Et une dernière question qui m'est venue comme ça, c'est parce que je me dis, bah, je tiens une pointure de la tech, donc je vais lui demander, est-ce que pour toi, le quantique, parce qu'on agite ça beaucoup en fait sur Bitcoin en disant bah le quantique va peut-être casser la confiance dans Bitcoin. Est-ce que pour toi c'est une utopie ou alors il y a vraiment quelque chose en fait sur lequel on doit avoir peur et se préparer? En fait, dans l'innovation tech, les innovations tech, elles évoluent pas chacune dans leur coin, elles évoluent toutes ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de blockchain, mais en réalité, dans la blockchain, il y a plein d'usages et il y a plein de technologies qui sont compatibles, qui doivent fonctionner ensemble. Donc, quand on parle de blockchain dans l'IA, on parle de blockchain dans le quantique, on parle de blockchain dans la IoT, on parle de blockchain partout parce que c'est une infrastructure et cette infrastructure permet des usages. Et les usages, bah, elles utilisent toutes les technologies qui existent. Donc, de la même manière que l'informatique quantique est en train de se développer, la cryptographie quantique est également en train de se développer. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de solution parce que personne n'a intérêt à ce que si un jour l'informatique quantique explose et arrive sur le marché de manière massive, bah, si on n'a pas de solution cryptographique, c'est tout le cyberespace qui meurt. Parce que Ouais, concrètement, ce que fait l'informatique quantique, c'est qu'elle elle est capable de résoudre des milliards de solutions à la seconde. Donc, ça veut dire que c'est tout le cyberespace qui part. Donc, il y a aussi la cryptographie qui se développe en parallèle. Il faut savoir que l'informatique quantique, pour le moment, il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais on est quand même loin des promesses tenues. Hein. C'est très compliqué, hein, l'informatique quantique. Là, je pense que peut-être que nous-mêmes, on ne le connaîtra pas de notre vivant. Donc je ne suis pas inquiète de ça. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'innovation numérique évolue toujours dans un écosystème global et il faut que l'ensemble de ce qui concerne la technologie et le numérique puisse évoluer ensemble pour pouvoir ensuite proposer des services qui soient sains, sécurisés, utiles, etc. ça marche. Merci beaucoup Ayat, merci pour Je cette t'en prie. interview. Bon, en tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et de nous avoir apporté autant de valeur. Donc voilà, tu Écoute, reviens avec quand grand tu veux. plaisir. Eh ben, j'attends l'invitation. Ah bah oui, tu reviens quand tu veux, comme ça on va parler plus en détail de d'autres innovations technologiques et Là, des DAO. on parlera des network states. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est un bon sujet que j'aimerais qu'on aborde, donc je ne manquerai pas de t'envoyer une invitation pour Voilà. parler de Et ce pour les sujet. network states, si tu veux juste la petite histoire avant de partir, Bien sûr. l'une des références, et tu as dû en entendre parler, c'est Liberland. Oui, tout à fait, oui, j'en ai Voilà, entendu parler, exactement. ouais. Donc, ils ont récupéré un petit territoire entre la Mm, Croatie et la Serbie ouais, qui se sont appropriés parce qu'il appartenait à personne. Si je me trompe pas, Liberland, ça existe depuis 2014, mais il s'organise sous forme de DAO depuis pas très longtemps, 2024. Donc, il faut savoir aussi que les micronations, elles s'organisent d'abord dans la vraie vie et ensuite, au fur et à mesure, elles se structurent dans le cyberespace. Mais c'est aussi un travail qui demande du temps. Mais en termes de micronation la plus avancée aujourd'hui, Liberland, c'est l'un des exemples. Il y a ouais. Liberland et il y a aussi VitaDAO. Ça, je connaissais pas, mais Liberland, j'ai déjà vu pas mal de vidéos dessus, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, ce serait un grand plaisir d'en parler dans un autre épisode. En tout cas, merci beaucoup Ayat et à bientôt. Merci beaucoup, je te remercie.